Je suis Olivier Audinot. J'habite à Ottawa, au Canada, mais je suis français. La plupart de mes activités restent en France. Je me suis expatrié pour développer l'activité au Canada et puis aussi pour avoir une qualité de vie différente, élever mes enfants dans un contexte plus anglophone, sachant qu'ils parlent un peu français aussi sur Ottawa. Donc je suis ravi d'être ici et ravi aussi de pouvoir comparer finalement les achats en France et au Canada qui n'ont pas forcément un peu les mêmes maturités ou les mêmes enjeux, les mêmes priorités d'une entreprise à l'autre sur ces deux continents. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais passer en revue en fait quelques points. Je vais vous mettre en lien les points d'actualité que j'ai vus et qui méritent en fait de faire un petit focus cette semaine. Le premier lien, forcément et malheureusement, c'est lié à la guerre en Israël. Et là, j'ai regardé, en fait, alors je ne commenterai pas du tout la guerre en elle-même, mais plutôt l'impact que ça peut avoir sur la gestion des achats, donc pour les responsables achats. Dans ce lien, en fait, je vous ai fait un petit résumé. Et ce que je constate, en fait, donc le conflit, je pense que tout le monde est au courant. Il n'y a pas de question particulière. Par contre, l'impact sur les achats qu'on voit déjà et qui risque de s'exacerber dans les semaines et mois à venir, c'est l'impact sur les marchés énergétiques, notamment la hausse du prix du pétrole et également potentiellement le risque de violence étendue dans la zone, ce qui va impacter finalement des marchés chez nous qui sont parfois des gros fournisseurs. Je pense à la Turquie notamment, où on a souvent des fournisseurs sans le savoir qui sont basés dans ces pays-là, dans lesquels la chaîne d'approvisionnement risque d'être vraiment impactée. Et l'autre point qui est lié, c'est l'impact sur le dollar. Donc pareil, si vous êtes dans une boîte où il y a énormément d'import-export, je pense que le dollar va avoir une influence énorme, il va prendre énormément de valeur, ça va rester une valeur refuge pendant ces périodes de tension, ce qui fait que pour nous, Européens, ça va être beaucoup plus difficile de négocier finalement des remises auprès de nos fournisseurs et on risque d'avoir, en plus de l'inflation classique, des problèmes d'approvisionnement complémentaires. C'est-à-dire que le risque qu'on va avoir, c'est de revenir dans une situation qu'on a connue quasiment juste après la crise du Covid, c'est-à-dire de ne plus pouvoir avoir de fournisseurs qui nous livrent pour plein de raisons. Les avions, il y en aura beaucoup moins dans cette zone-là, déjà qu'on s'est coupé de la Russie. Le dollar qui va fortement monter, donc qui va nous coûter beaucoup plus cher pour importer des biens et des services. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une zone aussi où il y a du transit maritime énorme qui passe. Vous voyez, entre l'Égypte, Gaza et toute cette région-là, on a quand même un canal qui fait passer énormément de porte-conteneurs. Et ça pourrait être à terme un moyen de pression également pour ces pays-là pour faire avancer les négociations et donc indirectement nous impacter, nous, dans la supply chain pure. Je vais vous partager un autre article que j'ai vu un peu sur le même sujet, sur Forbes cette fois-ci. C'est donc, on reste toujours sur l'impact du pétrole. Le pétrole, donc l'idée finalement, l'impact budgétaire pour nous acheteurs, c'est de se dire aujourd'hui, on est au début potentiellement de cette crise, alors en espérant qu'elle se termine très vite, mais d'après les pronostics, on n'est quand même pas prêt d'en finir immédiatement. Et en plus, on va arriver dans une période qui pour nous, Européens, est très compliquée, c'est l'hiver. C'est-à-dire qu'on va être dans une période où on va avoir une consommation de plus en plus importante de pétrole face à une région qui concentre 70% du pétrole mondial, qui va être délicate en termes de gestion et du coup qui va augmenter encore plus l'inflation. En gros, pour faire simple, tous les produits que vous importez qui intègrent du pétrole et de manière générale des matières premières qui sont rares ou qui sont difficiles ou qui sont dans ces régions vont avoir une augmentation. L'objectif, moi, que je conseille en général auprès de mes clients et des acheteurs, c'est de leur dire négociez maintenant. C'est encore le bon moment de négocier vos tarifs. Faites en sorte de caper les inflations au maximum pour passer l'hiver. Parce qu'en fait, c'est surtout les prochains mois qui vont être impactés. Dès qu'on va revenir au printemps et au début de l'été, alors ça pourrait être bien pire, mais l'histoire nous a montré qu'en général, on retombe sur des périodes où on peut plus négocier. Il y a moins de pression sur l'achat de pétrole et de matières premières après l'hiver que pendant l'hiver. Ce qui me fait rebondir d'ailleurs sur un autre secteur, je vous mets également le lien, c'est un article qui est paru sur Décision Achat cette fois-ci, et qui parle de la baisse des prix de l'électricité. Alors ça a été publié, je crois, juste avant le début de la guerre en Israël. Donc tout ça pour dire que ça
Ça peut potentiellement avoir évolué, mais l'électricité étant beaucoup plus locale, on a moins ce risque, on va dire, de contagion d'une région qui est quand même relativement éloignée, contrairement au pétrole. La tendance sur l'électricité, c'est qu'on est plutôt sur des prix en baisse. Aujourd'hui, on a baissé de 22 sur 1 an. On avait eu un pic l'année dernière, vous vous souvenez, avec de grosses polémiques. On a perdu 22 aujourd'hui sur le prix de l'électricité. Donc ce qui permet, pareil, aux acheteurs de renégocier finalement avec leurs fournisseurs, de caler des prix sur le long terme. Et j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, l'électricité est en baisse, le gaz par contre est en baisse très légère. Pour le coup, le gaz étant lié beaucoup plus au pétrole. On est sur une bonne période avant l'été également pour aller négocier en fait ce type de produits. C'est des produits qu'on peut négocier sur plusieurs mois, plusieurs années. Et là, l'objectif au cours actuel, c'est plutôt d'aller renégocier des tarifs de l'électricité et du gaz pour 2024-2025, avec, on va dire, potentiellement une dernière baisse en ce moment, quoique avec la guerre en Israël. Mais on est encore au bon moment avant les augmentations qui arriveront quoi qu'il arrive pour 2 raisons, à nouveau. L'hiver qui arrive, donc forcément plus de demandes, augmentation des prix, et la guerre qui va exacerber encore plus la demande en pétrole et indirectement en électricité, puisque si on consomme moins de pétrole, ben on va compenser sur le gaz et l'électricité. Et si on reste toujours sur un article aussi que je trouvais intéressant, et là qui est lié aux prestations intellectuelles que j'ai trouvé sur République Achat, où là on voit finalement la hausse des prestations intellectuelles qui est liée indirectement à la hausse des salaires, aux besoins que vont avoir de plus en plus les salariés pour leur pouvoir d'achat, que vous, peut-être derrière votre écran, vous ne ressentez pas encore puisque votre salaire n'a peut-être pas augmenté significativement, mais vous allez le voir par contre auprès de vos prestataires de services qui, eux, vont suivre l'inflation. Là, on voit sur cet article qu'on est entre 2 et 6% d'inflation. C'est déclaré par les acheteurs, c'est-à-dire qu'on est sur une inflation qui a déjà été négociée et ralentie par une action achat. Je ne vous parle même pas des prestations de services que les entreprises ou que vous, peut-être, vous n'avez pas le temps de négocier auprès de vos prestataires et eux sont sûrement sur des inflations bien plus importantes que 6% et sans doute plutôt autour de 10-15%. Et ce qui fait aussi qu'on a de plus en plus recours, l'article l'indique bien, à des prestations externes. Donc pas forcément de recruter, mais plutôt de partir sur des personnes en freelance ou des boîtes qui gèrent des freelances. Et du coup, ce qui permet aussi de voir aujourd'hui l'explosion des plateformes de freelance en ligne. Alors, il y en a certains très connus, Upwork par exemple, Fiverr, Malte, qui est très francophone pour le coup. Il y en a des centaines. Ce qui fait que plus on a d'acteurs individuels, plus des places de marché qui sont sur le marché, et plus on va avoir tendance à recourir à ce qu'on appelle des vendor management systems. En gros, ce sont des super fournisseurs qui vont jouer le rôle de fournisseur unique pour toutes ces prestations externalisées. Alors ça marche pour les produits et ça marche de plus en plus pour les services. C'est déjà très répandu finalement aux États-Unis, ça l'est très peu en Europe, France en particulier. Et ce système qu'on appelle donc du VMS, Vendor Management System, va, je pense, vraiment prendre ses marques en 2024 avec l'augmentation sensible du recours au freelancing, aux indépendants, etc. Par contre, avec une contrepartie, c'est qu'on aura en parallèle des augmentations de coûts qu'on pourra contrebalancer, par contre, avec des diminutions des charges internes, puisqu'un freelance, globalement, avec la flexibilité, avec la possibilité pour eux d'optimiser leur temps et leurs finances, peut coûter moins cher qu'un salarié en interne. Ce n'est pas toujours le cas, surtout pour des ressources rares, où au contraire, ça coûte beaucoup plus cher. Mais par contre, pour des ressources beaucoup plus classiques d'assistance, de comptabilité, pourquoi pas d'acheteurs sur certaines typologies d'achat, on peut trouver des acheteurs qui, au global, en coût global, je parle bien, vont coûter beaucoup moins cher qu'un acheteur salarié, par exemple. Donc, c'est des sujets qu'il faut prendre en compte et du coup, sur lesquels il faut l'organiser en termes achat, avec des contrats, avec la manière de le gérer et surtout à suivre clairement en fait l'inflation et les taux journaliers. On en parle souvent de taux journaliers, même si c'est un peu un gros mot en France, juridiquement j'entends. Mais c'est là-dessus qu'il va falloir comparer finalement les différents profils et les intégrer. Les autres points que je voulais voir avec vous, c'était les articles que j'ai publiés ces dernières semaines sur LinkedIn.
et vous faire un peu un compte rendu en fait des articles qui ont le plus fonctionné, c'est-à-dire qui ont, eu le meilleur accueil finalement de ma communauté, qui est essentiellement une communauté d'acheteurs, hein, responsables achats, acheteurs, direction achat. Le premier article, enfin l'article, le post plus exactement, qui a suscité le plus d'engagement et de vues, c'est celui sur les compétences des acheteurs. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, il y a eu plus de 50 000 vues de ce post, quasiment 600 réactions. Donc les réactions, c'est les j'aime, les partages, les commentaires. Donc on sent bien que ce sujet de la compétence de l'acheteur et de l'évolution de la compétence de l'acheteur est un vrai sujet aujourd'hui. Et clairement, moi je me souviens, moi j'ai démarré les achats début 2000. Je suis sorti de l'école en 2006 ou 2007. Et à l'époque, on parlait déjà effectivement du fait que les acheteurs n'étaient pas que sur le prix, ils étaient aussi sur la relation fournisseur, l'analyse des coûts, les contrats, etc. Pour autant, aujourd'hui, on est encore à des années-lumière de ce que j'ai connu il y a maintenant quasiment 15 ans, plus de 15 ans, puisqu'on y intègre beaucoup plus de fonctions au jour le jour. Et je les ai listées dans ce post et je trouve ça passionnant. Je pense notamment à l'IA. Deuxième sujet clé, c'est le sujet des objectifs achats. J'avais publié un post sur les interviews que j'avais fait auprès de directeurs du CAC 40 et du SBF, de directeurs achats, qui m'avait donné en fait les perspectives les plus importantes sur les mois à venir, notamment 2024. Sachant qu'ils sont en période budgétaire, souvent en préparation également des entretiens individuels avec leur équipe achat. Ils m'ont donné on va dire les points clés, donc les 6 points clés. Et si je vous les cite brièvement, les points clés que l'on a vus dans ce post, c'est la gestion de la relation fournisseur, premier point. Et c'est d'autant plus important que on est en pleine période d'inflation, en pleine période de shortage d'approvisionnement, de difficulté de s'approvisionner, et comme vous le voyez, de régions qui sont de plus en plus instables. Moi, le premier, je travaille avec des fournisseurs ukrainiens avant l'invasion, encore un peu aujourd'hui, mais c'est compliqué. Si vous travaillez avec des fournisseurs en Israël ou dans la région autour d'Israël, et il y en a beaucoup, c'est une énorme économie, hein, cette région, ça va vous impacter directement, puisque vous allez devoir faire attention. Et le dernier point sur la relation fournisseur, c'est d'être servi le premier face à vos concurrents, et j'ai envie de dire à tout prix, quel que soit le prix d'achat, parce que si vous n'avez pas les produits, vous arrêtez votre production. Donc c'est plus une question de prix, c'est une question d'approvisionnement, d'où l'importance, et c'est la raison pour laquelle les directeurs achats me disaient que c'était le point numéro 1 de leur stratégie, améliorer la relation fournisseur, quel que soit, bien entendu, quel que soit, il est à prendre avec des pincettes, mais quel que soit le prix. Deuxième objectif prioritaire, qui est lié au premier, c'est la disponibilité des approvisionnements. Ils m'ont tous dit, les économies de coûts n'ont pas d'importance lorsque les organisations ne peuvent même pas obtenir les marchandises. Alors là, je ne parle pas des fournitures de bureaux, hein, sur lesquelles on pourrait peut-être s'en passer en partie. Je parle vraiment des matières premières, des composants, notamment les composants électroniques. On les a vus depuis de longs mois déjà. Donc ça reste la deuxième priorité. Et la troisième priorité, c'est l'innovation. L'innovation est importante puisqu'elle permet, dans certains cas, de contrebalancer finalement les deux premiers sujets. Si j'arrive à innover en trouvant une alternative à mon produit qui est beaucoup plus disponible sur le marché, ou bien qui peut m'aider à me différencier en tant qu'acheteur ou en tant que revendeur de mes produits finaux, ça me permet également de faire baisser la pression que j'ai concernant mes approvisionnements. Et ensuite, quatrième point, la durabilité, qui est souvent liée à la partie RSE d'ailleurs, mais pas que. Mais c'est la capacité finalement de rentrer dans une économie durable de RSE qui est de plus en plus prégnante chez les acheteurs. Cinquième point, la rétention des talents. Alors je sais pas, je connais pas les fonctions sur lesquelles vous travaillez, mais la rétention des talents, elle est chez vos fournisseurs, c'est-à-dire de garder les bons fournisseurs, mais elle est aussi dans vos équipes. Il y a de plus en plus de turnover au côté achat, beaucoup plus de demandes. Il y a des fonctions, pas que dans les achats, qui sont hyper demandées. Et là, pour le coup, il y a une question d'argent, mais il n'y a pas qu'une question d'argent. Il y a une vraie pénurie sur le marché sur certains sujets. Et les directeurs achats des grands groupes font tout, entre guillemets, pour garder les meilleurs éléments, pour les débaucher parfois chez d'autres entreprises. Ce qui fait que si vous êtes dans une boîte plus petite, il va falloir redoubler d'efforts pour arriver à attirer des talents. Alors, je pense aux acheteurs en l'occurrence, mais je sais qu'il y a des secteurs où on a des catégories managers
acheteurs qui sont extrêmement rares à trouver. Des directeurs achats, c'est pas forcément évident à trouver, des responsables achats aussi. Donc ça, c'est le 5e point. Et le 6e, c'est l'intelligence économique. Donc c'est tout simplement de connaître finalement beaucoup plus précisément les tendances du marché, les préférences du consommateur, et ça passe par une intégration des acheteurs beaucoup plus soutenue dans les directions marketing, les directions commerciales. Quand j'ai commencé ma carrière en tant qu'acheteur, clairement, les acheteurs étaient dans un bureau, les commerciaux étaient dans un autre bureau, voire même dans un autre bâtiment. On ne se croisait jamais. Aujourd'hui, je rencontre de plus en plus d'entreprises qui ont des acheteurs qui ont beaucoup plus de casquettes de chef de projet et qui permet finalement d'avancer et de se donner d'autres objectifs, d'autres horizons et d'anticiper surtout les nouveaux projets dans sa société. Le service achat est-il vraiment le pompier de l'entreprise? Ça, c'est un autre article qui a cartonné. Et là, pour le coup, j'ai envie de dire un peu malheureusement, parce que j'ai l'impression de retourner dans les mêmes problèmes qu'il y a 15 ans, où les acheteurs sont encore là, en dernier dans les projets, pour découvrir des projets, pour rattraper les erreurs, pour gérer uniquement les litiges, et pas suffisamment en amont pour aller anticiper. Et ça, je trouve que ça évolue lentement. Et j'en suis assez désolé parce que j'ai fait ce constat il y a plus de 10 ans déjà, où les acheteurs étaient mis en dernier. Alors, je ne parle pas de toutes les entreprises et pas tous les acheteurs, heureusement, mais on trouve encore beaucoup d'acheteurs qui sont là juste pour traiter finalement ce que les clients internes n'ont pas le temps de traiter, ne veulent pas traiter, ou bien c'est tellement envenimé en termes de situation conflictuelle avec le fournisseur qu'il faut intervenir l'acheteur à ce moment-là. Et ça nécessite de votre part de partager de l'information. Partager de l'information, ça peut être tout simple. Ça peut être envoyer des posts que vous trouvez sur LinkedIn à vos collègues. Dire, tiens, regarde, le travail d'un acheteur, c'est ça. C'est pas juste taper sur un fournisseur, aller chercher du prix. Ça peut être de faire un mailing à vos interlocuteurs privilégiés dans l'entreprise qui listent tous les projets que vous gérez en ce moment et les succès que vous avez eus. Le succès n'est pas forcément des économies. Et j'ai même envie de dire que vous devriez même quasiment jamais dans vos communications en interne parler d'économie. Il faut bien penser que la plupart des responsables de pôle dans votre entreprise, de responsables de BU, de département, etc., ils ont un budget, ils ont un objectif. Il est très rare qu'une direction, quelle qu'elle soit dans l'entreprise en dehors des achats, ait un objectif de réduction des coûts. Ils ont souvent un objectif d'accroître le chiffre d'affaires, d'accroître la productivité, d'accroître la chaîne de production, etc. Ils ont très rarement des objectifs de réduction de coûts. Donc, ce que vous devez leur mettre en avant, ce n'est pas le fait que les achats vont vous aider à réduire les coûts. Globalement, ils s'en foutent. Ils ont fait leur budget. Leur budget a été validé. Ils sont censés arriver à atteindre leurs objectifs dans le budget qui leur a été imparti. Par contre, ce dont ils vont avoir besoin, c'est d'avoir des fournisseurs qui sont là plus rapidement, de meilleure qualité, qui sont suivis en termes de livrables, parce que c'est livré à temps, sur lesquels le process de commande, le process d'engagement de dépenses, etc., est fluide et permet, dès que la personne en a besoin, de passer sa commande et d'être livré instantanément, ou du moins avec les conditions contractuelles, d'avoir des contrats qui soient cadrés pour leur garantir d'être nickel en termes de légalité, surtout sur de la prestation de service. Et c'est ça que vous devez communiquer en fait auprès de vos clients internes. Et moi, ce que je recommande souvent, c'est d'envoyer un mailing. Un mailing, ça peut être que à 10 personnes, hein, mais tous les trimestres, vous faites un petit compte-rendu de tous les sujets que vous avez abordés, qui ne sont pas liés nécessairement à l'interlocuteur. Vous dites, voilà, j'ai travaillé sur ce litige-là avec la direction juridique parce qu'on avait un problème de travailleurs en situation précaire ou travail illicite, comme on dit dans mon entreprise. On l'a traité de cette manière-là, on a trouvé une résolution ici. Ça permet effectivement d'avoir évité tous ces risques-là. Ça a permis d'améliorer la qualité parce qu'on a pu intégrer du personnel ou on a pu passer sur un fournisseur qui a rassemblé toute l'expertise. Et si à la fin, ça a fait des économies, tant mieux, mais ce n'est pas ce que vous devez mettre en avant auprès de vos interlocuteurs internes. Et il y a une communication différente, bien entendu, auprès de votre direction qui, elle, va attendre de vous, notamment, de réduire les coûts. Je suis en train de travailler sur une série des fiches de négociation dans les pays. Je me donne pour objectif d'en faire au moins une centaine. Et j'en diffuse tous les 2-3 jours à peu près sur les fiches pays. Aujourd'hui, la fiche de négociation qui a le mieux fonctionné, c'est celle avec la Chine.
puis vient celle de l'Allemagne et la troisième, c'est le Maroc. Je vais continuer comme ça. Ce qui m'intéresserait, en fait, c'est d'avoir votre feedback sur ce type de fiche de négociation pour voir ce que vous appréciez, ce qui manque dans la négociation pour que vous puissiez l'utiliser. Ma target, c'est que dans les mois à venir, je puisse atteindre ces 100 fiches et en faire un livre sur la négociation. Je les partage sur LinkedIn pour que vous puissiez vraiment les intégrer, mais aussi pour que vous puissiez me faire un feedback. Donc, c'est vraiment un point important pour moi d'avoir ce type de feedback. Si vous pouviez commenter, m'écrire, me donner des suggestions, ça me permet comme ça de les mettre à jour et en plus de les mettre à jour au fur et à mesure plutôt que de les reprendre une fois que j'en aurai fait une centaine et de les reprendre un par un. Et j'ai fait à peu près le tour des sujets que je voulais vous parler vraiment et qui me tenaient à cœur aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup pour avoir été présent à ce live. Je le retravaille bien entendu sur les prochaines semaines. Essayez d'être fidèle. Partagez les posts si possible ou mettez un like, ça aide beaucoup au référencement, que ce soit sur les parties vidéo sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne si besoin. Pareil sur LinkedIn, ça coûte rien, mais moi ça m'apporte beaucoup en termes de visibilité. Donc vraiment, accompagnez-moi là-dessus. Moi, ça me motive aussi de voir les sujets qui vous intéressent et ça me permet aussi de m'orienter vers les sujets que vous attendez que je puisse partager sur LinkedIn et sur YouTube.